Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche sur Sud Radio, on essaye pour vous un véhicule sur le marché du neuf avec nos partenaires de Mobility TV et avec nos 3 spécialistes. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal, nous sommes avec Cédric Fréhour, bonjour. Vous avez lancé la plateforme Sans Bornes, vous êtes aussi chroniqueur automobile dans le journal Les Échos. Et enfin, on est avec Stanislas Laroumet, bonjour. Bonjour. Fondateur de la plateforme Ma Voiture Idéale. Aujourd'hui avec vous, on essaye une Volkswagen, une allemande, l'ID5. Mélina Priam, premier verdict. Premier verdict, c'est une voiture électrique. Information importante, 100% électrique. C'est une idée, donc c'est comme l'ID4 mais en version coupée, donc un SUV coupé. C'est une électrique de plus, j'ai envie de dire. C'est la même que l'ID3, c'est la même. Oui, je sais, je suis pas très des voitures. Pour tous ceux qui nous ont rejoints pendant les vacances, qui vous découvrent, Mélina, et qui vont faire votre connaissance, je précise que vous avez conduit toutes les voitures possibles et imaginables et que vous n'êtes pas fan de l'électrique, notamment du fait qu'elles se ressemblent tous de votre point de vue. Ni pour ni contre, oui, voilà, bien au Mais contraire. quand vous dites c'est une électrique de plus... électrique de plus, parce que de toute façon, le principe est simple. Chez Volkswagen, il y a une plateforme commune à toutes les voitures électriques du groupe. Donc ID3, ID4, ID5, Skoda Enyaq, Enyaq Coupé, Audi Q4, Audi Q4 Sportback e-tron. Voilà, tout ça quelque part techniquement. C'est la même chose. C'est la même chose. Même moteur, il y a même des nuances, performance. même moteur, donc forcément vous avez les mêmes moteurs, même châssis, même batterie, puisqu'il faut intégrer la puissance des batteries sur les voitures électriques. Vous avez des voitures qui sont très très proches. Restent des nuances de réglage, des choses pour essayer de les différencier, mais grosso modo. Et puis bon. Contrairement aux voitures thermiques qui, pour moi, sont des voitures vivantes, dans une voiture électrique, vous avez peu de différences de sensations de conduite entre les voitures électriques. Un moteur électrique, j'ai envie de dire, c'est un peu tous les mêmes. Donc pour l'instant, la Volkswagen ID5 pour vous n'apporte rien de nouveau. Si, elle apporte son look. Elle apporte son look parce qu'effectivement, c'est un SUV coupé, c'est un petit peu plus dynamique, un peu plus sportif en ligne, j'entends, que l'ID4, qu'elle est plutôt réussie, que ça se passe plutôt bien à bord. Alors après, il faut se faire à l'ergonomie actuelle des Volkswagen qui est pas forcément évidente pour tout le monde, mais Surtout pas pour moi. Non, surtout pas pour Stan, il va vous en parler. Voilà. Ah, moi, je déteste l'ergonomie des actuels Volkswagen, c'est incompréhensible. Quand on parle de l'ergonomie des actuels Volkswagen, on parle de quoi ? De l'écran central qui est mal conçu. Ah, mais mal conçu. Il faut passer par des menus, des sous-menus, par exemple, pour désactiver le maintien dans la voie, dans la file, que je trouve insupportable parce que ça corrige en permanence. Et dès que vous démarrez la voiture, il se met d'office. Donc, moi, je trouve ça insupportable. La commande vocale, alors là, c'est épouvantable. Elle vous reconnaît pas ? Non, pas du tout. Alors moi, elle aime pas ma voix. J'ai demandé d'aller à Gambazeuil dans les Yvelines. Elle vous a emmené à Strasbourg dans un restaurant chinois. Bon, non, mais c'est vrai. Je raconte pas de bêtises. Non, en revanche, comme le disait Mélina, c'est quand même très bien fait comme voiture électrique. En comportement routier, je trouve ça formidable. Moi, j'ai eu la chance d'essayer la GTX. Alors, ça rappelle un vieux blason des années 80 qui était une Sirocco GTX, si je me souviens bien, avec un moteur de la Golf GTI qui fait pratiquement 300 chevaux, 299 toujours chevaux. nostalgique de l'époque K2000 quand même. Et oui, mais moi j'ai une Golf GTI de 88, donc bravo. Ça, je m'en sers pas beaucoup. Ça vous manque effectivement. Non. Et quoi qu'il en soit, si je reviens à ça, l'ergonomie c'est très difficile à comprendre. Oui, mais encore une fois, quand c'est sa voiture, on s'habitue. Donc voilà, quand on l'utilise, faut se faire violence quoi. Non, mais quand on l'utilise une journée, c'est très pénible. Mais quand c'est sa voiture, évidemment, on est habitué au bout de quelques semaines, quelques mois, il y a aucun problème. Après la voiture, moi je trouve ça, comme le disait Mélina, c'est une voiture électrique, donc elle ressemble à beaucoup d'autres. C'est très performant, ça tient très très bien la route, 4 roues motrices, 300 chevaux. Donc voilà. Alors moi je vous parlais de consommation, j'ai fait 19 kWh au 100 km. On peut comparer. T'as le pied lourd. J'ai fait 146 km, 19 kWh. Il me restait 250, 270 km en arrivant.
Donc l'autonomie annoncée de 521 km en cycle mixte sur la GTX, Oui. puisqu'il y a des versions un peu moins performantes, donc moins consommatrices d'énergie. On fait ces 400 km sans problème en mixte urbain, périurbain. Cédric. Autoroute non. Autoroute, non, c'est pas possible, on consomme beaucoup plus. Comme Cédric d'habitude. Fréhour, le plus romantique des trois. Vous êtes Non, mais- tombé non, sous le mais- charme ou pas? 400 km, Hum. c'est factuel, hein. Oui. C'est vachement bien. Donc ça vous suffit. Non, mais c'est super Vous bien, en vous faut- allez regarder les trucs. C'est 400 vraiment... km, mais pas 400 km sur l'autoroute. Hein. Voilà. Comme c'est quand même une grosse voiture, pour envisager Vous les aimez longues faire 400 distances. km en départemental, quoi. En ville. Non, mais ça veut dire que sur l'autoroute, effectivement, on va s'arrêter tous les 300 km et comme ça, on est plutôt respectueux des conseils de la sécurité routière qui vous imposent un arrêt toutes les 2 heures. Effectivement, sauf que c'est une pause d'1 quart d'heure, vous n'avez pas le temps de recharger la batterie. Alors, hélas, faudra s'y faire parce que toutes les voitures vont devenir électriques. Il y a une âme dans cette voiture. Ah, Et ça, c'est je disais que vous étiez l'essentiel. romantique. Voilà, exactement. C'est quoi l'âme? Alors, l'âme, c'est quoi? C'est le design. Tout à coup, il y a une révolution Ah. chez Volkswagen. Beaucoup plus de simplicité. L'ID3, l'ID4, l'ID5. Des aplats. C'est moins sculpté. À l'intérieur, 2 écrans. Alors, Stanislas ne les aime pas. Mais au moins, il y a une ergonomie suffisante. C'est bien construit. On se sent à l'aise. On retrouve ces petits quand on a aimé les Volkswagen de toujours. Celle des années 80, la Golf GTI. On se dit, oh, les mecs, quand même, ils ont bossé. Ouais. Donc voilà, on se sent à l'aise. Et les photos ne leur rendent pas grâce. Parce que justement, comme c'est simple, on se dit, c'est un peu trop simple. Mais quand on monte à bord, on touche les trucs. Alors, ouais, il y a peut-être des petits plastiques durs et tout ça sous la ceinture parce que ça se voit moins et tout ça et ça se raye. Mais en revanche, tout en haut, tout va bien. Et surtout, on se dit, bon, on va faire, c'est la voiture d'une vie. Mhm. Les voitures électriques, ça s'use beaucoup moins. Mhm. On peut la garder, mais Garantie 50 ans, quoi. garantie 50 ans. Non, mais c'est génial. Et ça, Il faut vraiment... Oui, comme quoi... Et ça, c'est le 21e Donc siècle. il faut vraiment tomber amoureux de cette voiture. Par contre, en 50 ans, on a le temps effectivement de s'habituer à l'ergonomie des écrans. Et il faudra un- peut-être envisager de Ouais. changer la batterie. Juste un mot, Jean-Marie. Le regard de toutes les ID, c'est à peu près le même. Mhm. Et vous allez regarder celui de l'ID Buzz. L'ID Buzz, qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez du combi Volkswagen, Flower Absolument. Power et tout ça? C'est une des icônes et en plus c'est un van. C'est un peu comme une Fiat 500, la Mini, tout ça. Ouais. Ça a marqué l'histoire de l'industrie. Il arrive. Et l'ID Buzz, Oui. c'est un petit peu de l'ID5, de l'ID3 et tout ça. Et il est magistral. Le meilleur de Et- toutes. Et ça. C'est très cher quand même, hein, la Buzz. Bah, c'est pas beaucoup plus cher Mélina dans Priam l'absolu. est en La train. Lady Buzz, il se trouve que Tu t'en reviens J'en reviens. Voilà, je l'ai essayé la Lady Buzz hier. La Lady Buzz sur le prix de base est pas plus cher que l'ID5 Mhm. qui démarre à 54 700 €. Donc Et on peut 52 monter plus qu'à 700. 2. C'est un bus. Alors enfin pour l'instant on monte à 5. Hein. Il n'existe qu'en version 5 places. Mais bon, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, les voitures électriques sont chères. C'est la raison pour laquelle il y a des aides. Voilà, c'est la raison pour laquelle il y a des aides, de moins en moins d'aides quand même, parce que là, pour rester sur l'ID5, on est quand même sur une voiture, si je reprends la version qu'a essayé Stani, 61 600. 600 À qui euros. on s'adresse? À des gens qui ont les moyens de mettre Des gens ça qui ont sur les la moyens. table, et c'est pas... Qui voilà. habitent en ville, qui sont des cadres très supérieurs. Juste pour tempérer, Cédric. parce que le cœur du marché, c'est pas le prix facial. Mhm. Encore une fois, Non. c'est Non, la c'est la loc, location. ouais. C'est-à-dire que quasiment un client sur 2, voire 2 clients sur 3, Mhm. ça va être un loyer qu'ils vont payer. Donc le prix facial, il s'efface. Il s'efface, Oui, mais mais le les corrélés. loyer reste... pas tout le temps, on va parce être sur des loyers à 500 €. Donc, Sachant que si vous adressez à des gens qui habitent en centre-ville, même s'ils ont les moyens, ils ont d'autres loyers à payer qui en général sont particulièrement chers. On n'a pas parlé de la place, de l'empattement, on n'a pas parlé de... C'est assez spacieux. Oui. Alors, j'ai envie de dire comme... comme l'ID4 et comme, en toute logique, les voitures électriques, puisque vous avez une optimisation de l'espace à bord, vu qu'il y a moins d'organes mécaniques. C'est ça. Donc c'est une auto qui est assez spacieuse, assez agréable. Alors après, à l'arrière, forcément, la ligne de toit plus fuyante que celle de l'ID4, ça ne sert pas toujours les grands gabarits, mais ça se passe pas si mal que ça là. Il y a un joli coffre. Il y a un joli coffre. Et je Plancher plat, rejoins, c'est génial. je rejoins Cédric qui disait que les photos ne la servent pas. Alors, tu parlais de l'intérieur et même je vais parler de l'extérieur. C'est-à-dire que quand on la voit en photo, elle est pas on impressionnante. trouve pas ça extraordinaire. Mais Et en fait, quand on la voit rouler, quand on la découvre, je dirais dans la vraie vie et surtout en mouvement,
C'est une auto qui est. Elle a une posture. Les plutôt, Anglais disent plutôt, le stance. voilà, j'allais dire presque une élégance. Et même on se si j'ai retournera toujours dans la rue si on la voit passer. Alors se retourner, Pas à ce point-là. Si, je pense que c'est quand même une voiture qui attire le regard. Merci à tous les trois pour cet essai. Stanislas Merci Saroumé, beaucoup. fondateur de Ma Voiture Idéale. Cédric Fréhour, qu'on peut retrouver dans Les Échos et aussi sur la plateforme Sans Bornes. Et merci à vous, Mélina Priam. Vous êtes, je le rappelle, journaliste à l'Autojournal. Merci. Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, on vous parle de ce qui vous concerne. Vous qui essayez de conduire, qui avez une voiture qui vous coûte cher et vous qui essayez de vous garer. C'est difficile dans les rues de Bordeaux, c'est difficile dans les rues de Marseille, c'est difficile dans les rues de Toulouse et dans les rues de Paris. Pour en parler avec nous, Olivier Coche, bonjour à vous. Bonjour. Directeur général France et Suisse, ça a son importance. On va en reparler d'Easy Park. Alors Easy Park, si je traduis en français, ça veut dire je me gare facilement. En quoi c'est plus facile de me garer dans une grande ville grâce à Easy Park? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Alors, Easy Park, c'est une solution de paiement mobile. Donc, vous avez une application sur smartphone qui vous permet de payer votre stationnement de façon très simple. Ça, c'est le cœur de métier. D'accord. Donc, au lieu d'aller à l'Eurodateur et de faire éventuellement la queue ou d'être sous la pluie, vous prenez votre smartphone, vous vous inscrivez gratuitement, vous saisissez un moyen de paiement, en général une carte de crédit, Voilà. ou alors ça peut être un PayPal ou Apple Pay. Et avec votre numéro d'immatriculation, vous payez votre stationnement au juste prix, parce que vous démarrez votre session et vous pouvez l'arrêter. Quand vous voulez. Si jamais j'ai oublié que je m'étais garé, j'ai oublié que j'avais mis 1h30, on va parler de celui qui se gare, ça lui arrive tout le temps. Mon rendez-vous dure plus longtemps que prévu. Vous m'envoyez une notification, un SMS pour me dire que mon stationnement arrive à échéance? Exactement. Donc ça peut être une notification push, ça peut être un SMS si vous êtes un artisan et que vous intervenez en sous-sol et il n'y a pas forcément de réseau internet. Oui. Et donc cette notification va vous permettre à distance de vous rappeler que vous avez une session en cours et d'éventuellement la prolonger si nécessaire. Donc moi, il me suffit de télécharger sur mon smartphone l'application Easy Park, évidemment de renseigner mes coordonnées, j'imagine, ou alors la plaque d'immatriculation de ma voiture. C'est l'immatriculation qui est très importante. Oui. Exactement, et ensuite je paye et c'est beaucoup plus facile. Vous êtes présent dans quelle ville en France? Alors en France, on couvre à peu près 80 villes. Les villes principales et les plus grandes seraient Paris, Toulouse, Bordeaux, Reims, Nancy, Metz, par exemple, Strasbourg. Mais c'est une solution qui s'applique à tout type de collectivités. Donc on a récemment lancé la ville de Chana, dans le Jura. C'est quelques places de parking, mais il y a beaucoup de touristes et donc ils avaient besoin d'une solution parce que lors de l'été, il y a des cars entiers qui arrivent, il y a beaucoup de touristes qui viennent se garer. Il y a un magnifique lac apparemment, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Du coup pour se garer. Donc on fait la queue à l'Eurodateur, les gens n'ont pas envie de faire ça et donc voilà. On paye Alors par vous ville, c'est beaucoup plus simple. venez de me parler d'une ville dans le Jura qui utilise Easy Park. Vous m'avez dit quelques places de parking, mais beaucoup de voitures et beaucoup de bus. Ça veut dire que c'est difficile de s'y garer. Est-ce que, avec tous les paiements, toutes les places de stationnement que vous réservez, vous êtes en mesure de nous dire où est-ce que c'est le plus compliqué de se garer en France? Alors c'est compliqué partout. C'est compliqué partout parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui habitent dans les villes. Il y a de plus en plus de personnes qui se déplacent aussi. Oui. On n'a pas toujours la possibilité de prendre des transports en commun quand ils sont disponibles. L'exemple assez simple, c'est un boulanger qui démarre à 2h du matin. Il va pas pouvoir prendre un octobus ou un métro éventuellement s'il est en région parisienne. Donc il doit se garer. Il doit se garer, il faut qu'il trouve de la place. Alors à 2h du matin, c'est relativement simple. Et encore, nous, ce qu'on a mis en place, notre présence au niveau européen, on est présent dans 27 pays et 3200 villes. Donc on a un retour d'expérience et on a cette possibilité aussi de savoir, en fonction de la maturité des villes, quels sont les outils qu'on peut leur apporter pour les accompagner. Et donc on a mis en place... Oui. J'ai un moyen de paiement, j'ai une alerte pour quand mon stationnement arrive à échéance. C'est clairement ce qui est le plus pratique parce que ça nous arrive à tous. Qu'est-ce qu'il y a de plus comme innovation? J'ai les données anonymisées qui me remontent de la ville. Donc je sais où les gens sont garés. De façon anonyme, je vous rassure. Je sais où les gens ont payé et donc je suis capable de guider les automobilistes vers des places disponibles. Donc, comme dans un parking souterrain où je sais que le 3e sous-sol est complet contrairement au 5e sous-sol, vous êtes capable de me dire le quartier de la cathédrale est complet contrairement au quartier de l'hôtel de ville. Exactement. Je suis capable de vous dire, vous allez avoir facilement de la place dans cette rue. On travaille par rue, par section. Vous allez avoir difficilement de la place ou vous n'allez avoir aucune place. Et moi, après, j'ai plus qu'à mettre mon autre application qui me dit comment atteindre ce quartier que je veux. Vous me proposez une adresse ou une zone. C'est intégré dans notre application Easy Park. Donc on vous c'est donne... très pratique. Voilà. Donc en gros, vous me donnez même le chemin.
Je vous donne le chemin, je vous guide jusqu'à la place C'est assez disponible. pratique. Est-ce qu'on a le droit de réserver une place avant d'y arriver? On peut tricher ou pas avec EasyPark? Pas On en a tous Voirie, pensé non. à le faire quand Non, même. non, c'est pas possible. C'est pas encore possible. Non, non. Donc ça veut dire que si jamais je suis en train de me déplacer, je peux pas réserver telle ou telle place. Non, alors c'est un cadre légal, Voilà. on ne peut pas s'approprier le domaine public. Non, mais je vous pose toutes les questions qu'on serait amené à se poser quand on est au volant. Concrètement, vous avez parlé de la ville de Paris. Alors, elle est emblématique, évidemment, parce qu'il y a une politique qui impacte énormément ces citoyens, ces administrés qui se déplacent en voiture. Clairement, les voitures ne sont plus les bienvenues. La ville de Paris a cet objectif, pendant les 5 années à venir, de diviser par 2 le nombre de places de parking. Vous, c'est votre modèle économique. J'imagine que ça vous impacte énormément, que ça vous inquiète. Ça ne nous inquiète pas. Je pense que c'est le sens de l'histoire, pour être honnête. Par contre, grâce à l'innovation, donc on va être capable de guider les automobilistes plus facilement. Donc déjà, on va résoudre une partie de ces congestions et de ces émissions polluantes qui sont liées au trafic qui est induit par la recherche d'une place. Et ensuite, on a des partenariats avec des parkings en ouvrage. Donc on est capable aussi de vous guider vers des parkings en ouvrage. Et à ce moment-là, si la voirie est saturée, il faut essayer de remplir les parkings qui sont en ouvrage, tout simplement. Essayons de remplir les parkings qui sont en ouvrage. Vous n'avez pas peur qu'il y ait de moins en moins d'automobilistes en centre-ville, du fait notamment de ces difficultés à se garer? Les parkings en ouvrage dont vous parlez sont des souterrains. Ils coûtent plus cher. Ils coûtent plus cher que les parkings sur la voie publique, comme vous le savez. Et même le parking sur la voie publique, sur le trottoir, dans la rue, il augmente. En tout cas, ça a été le cas sur la capitale. Il y aura moins de voitures dans 5 ans. Alors, il coûte plus cher en France. Oui. C'est pas le cas dans les autres pays. C'est peut-être une aberration française. En principe, le parking en ouvrage est là pour attirer les automobilistes pour qu'ils se garent facilement. Et il faut que la voirie soit plus cher que l'ouvrage. Oui. La voirie, c'est pour du stationnement de courte durée, parce que je dois aller récupérer une baguette, parce que je dois acheter un On paquet veut de pas de cigarettes. voiture ventouse. Exactement. Celle qui reste pendant des semaines. Bon. Il y a aussi un sujet politique, du coup, comment on gère les résidents. Oui. Ça, c'est un vrai sujet qui est pas encore, je dirais, Alors, c'est-à-dire, résolu. parlons des résidents. Vous êtes résident dans une ville, vous avez normalement le parking qui coûte moins cher que pour celui qui se déplace ou celui qui vient juste pour travailler. Bon, pourquoi vous dites qu'il y a un problème de gestion? Aujourd'hui, il coûte moins cher, c'est mieux? Certaines collectivités, on va montrer personne du doigt, mais vous pouvez y aller, Sud Radio, parlons vrai, allez-y. c'est une façon générale. De toute D'accord. façon, donc il n'y a pas de mauvais élèves. On fait ces moutons noirs. On délivre plus de permis de stationnement ou de permis résident que de nombre de places disponibles. Donc vous imaginez bien ce qui se passe. Mais ce qui se passe, qu'il y a une pénurie. Vous avez des gens qui ont un abonnement pour lequel ils payent, mais en fait le service n'est pas rendu. Comment ça se fait? C'est une volonté ou c'est une erreur? Je pense que c'est un peu des deux. C'est un petit peu des deux. Et qu'est-ce qui se passe du coup pour ces résidents qui ont payé un abonnement à l'année en tant que résidents et qui peuvent même pas se garer alors qu'ils ont cet abonnement? Oui, ça complique effectivement les choses. Du coup, ils cherchent et ils abandonnent leur voiture à force. Ouais. Du coup, vous parlez d'un problème de gestion des résidents. Qu'est-ce que serait votre solution? Vous avez parlé des parkings souterrains qui sont trop chers pour vous en France. En même temps, vous avez parlé du parking sur la voirie qui ne l'est pas assez. Il faut inverser les prix? Il faut effectivement rétablir cette balance. Ouais, Alors, on le voit dans les pays où justement l'ouvrage est moins cher ou la voirie plus chère, ce qui est en train d'arriver à Paris d'ailleurs. Je vous le signale, il y a des ouvrages qui sont des parkings en ouvrage qui sont moins chers maintenant avec les hausses des tarifs. On rappelle, un parking en ouvrage, c'est pas nécessairement souterrain, ça peut être comme par exemple à Toulouse du côté du marché Victor Hugo ou alors du côté des Carmes sur un bâtiment dédié. Mais en gros, c'est un endroit avec une barrière, on paye d'abord, on met sa carte et ensuite on va se garer, on sort, on paye. Donc ce qu'il faut, c'est aider les décideurs à prendre les bonnes décisions et pas des décisions qui sont prises un peu au pifomètre. Oui. Et pour ça, nous, on apporte des solutions et on apporte de la donnée. Ça, c'est très important. On arrête de se fier à son instinct et on s'appuie sur de la donnée pour prendre les bonnes décisions. Et comme ça, vous savez qui a besoin de se garer, qui n'en a plus besoin, où est-ce que les gens ont besoin de se garer et surtout à quelle heure c'est important qu'ils aient de la place. Tiens, Exactement. Vous avez parlé de rétablir la balance. Alors la balance, ça, c'est un anglicisme. Rétablir l'équilibre. Mais cette balance, évidemment, on peut en parler aussi de la Grande-Bretagne puisque c'est dans l'actualité avec la disparition de la reine Elisabeth II. Quelles sont les perspectives de déploiement à l'international d'EasyPark? Aujourd'hui, vous êtes présent en France, en Suisse? 3 continents, 27 pays. Donc on est présent en Amérique du Nord, on est présent quasiment dans toute l'Europe, on est présent aussi en Australie. Les perspectives de déploiement, elles sont conséquentes puisqu'on est toujours à la recherche d'opportunités de nouveaux pays. On vient de lancer la République tchèque la semaine dernière. Donc c'est un groupe qui est en très forte croissance et on s'appuie soit sur des lancements locaux, soit des rachats d'entreprises qui sont
qui sont déjà en place. Qui sont déjà en place. Et en un mot, dans quel pays c'est le plus facile de se garer? En un mot, le pays le plus facile de se garer, je dirais que c'est la Suède. La Suède. Mais écoutez, on va y aller tout de suite, puisque c'est difficile par ailleurs. Merci beaucoup, Olivier Koch. Merci beaucoup. Directeur général France et Suisse de EasyPark. Merci à vous pour cet éclaircissement.